Qu'est-ce que le convivialisme? Un podcast d'Anne-Marie Fixot, professeure des universités, chercheuse en sciences humaines et sociales, membre du mouvement des convivialistes. Un podcast réalisé en partenariat entre le Festival Migrancène de la CIMAD et la Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Un entretien enregistré le 5 décembre 2020 à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville. Pouvez-vous nous rappeler la situation des personnes migrantes? Le terme de migration humaine est utilisé généralement pour parler du déplacement des personnes d'un lieu de vie à un autre. Ces migrations humaines constituent un phénomène aussi ancien que l'humanité, d'une part, et concernent de nos jours à peu près 1 milliard de gens par an, selon diverses estimations. Dans le cadre de ces mouvements de population, je ne vais parler que des migrations internationales, parce que l'écrasante majorité des personnes migrantes restent à l'intérieur de leur propre pays d'origine. Et ces migrants internes représentaient en 2019 740 millions d'individus. Par contre, les migrants internationaux, ceux qui franchissent les frontières, sont en beaucoup moins grand nombre, puisqu'ils ne sont que 270 millions en 2019. Or, ces migrations internationales sont devenues, selon les spécialistes de ces phénomènes migratoires, un enjeu majeur du XXIe siècle et un sujet ultra sensible qui suscite d'âpres débats dont nous sommes les témoins tous les jours sur nos écrans de télévision ou dans les journaux, voire dans les discours. En parler sereinement est d'ailleurs souvent difficile, tant les images et les discours sur ces phénomènes migratoires internationaux relèvent de vives émotions et en provoquent aussi beaucoup. Ils sont l'objet de profondes tensions, de conflits, voire de crises entre les États, qui soulèvent bien sûr des questions de sécurité et de diplomatie. Enfin, ils relèvent aussi de multiples paradoxes et contradictions qui affectent les valeurs fondamentales de nos sociétés modernes. Par exemple, la liberté, l'égalité, les autres droits de l'homme tels que la dignité, la mobilité, l'expression. Ébranlent aussi les bases des systèmes démocratiques occidentaux contemporains, l'État-nation, la citoyenneté, et ils montrent enfin les impasses planétaires auxquelles conduit la mondialisation néolibérale financière et spéculative, par les insupportables accroissements d'inégalités qui se développent et qui permettent l'éclosion de sentiments tenaces d'humiliation, de perte de confiance et de violents ressentiments de la part des populations qui les subissent. Ils engendrent aussi le développement de réseaux mafieux, l'épuisement de ressources de la planète et, comme le souligne François Héran, il ne s'agit pas d'être pour ou contre les migrations internationales. Nous n'avons pas à nous prononcer pour ou contre elles, pas plus qu'à nous prononcer pour ou contre le vieillissement. Qu'on le veuille ou non, nous devons faire avec l'immigration, tant elle est complètement ancrée dans nos sociétés. Le débat sur l'immigration gagnera en maturité si on refuse cette logique binaire, ajoute François Héran. Dans cette perspective, faire face au principe de réalité, cela consiste à accueillir des personnes migrantes sans angélisme ni hostilité. C'est pourquoi, en tant que membre du mouvement des convivialistes, qui cherche à donner quelques orientations à ce que pourrait être une prochaine société de transition, il m'a semblé tout à fait nécessaire de mettre les principes
du convivialisme à l'épreuve d'une politique d'accueil des personnes étrangères afin d'interroger justement leur pertinence sur un sujet particulièrement sensible. Le convivialisme, en quelques phrases, c'est quoi? Je dois vous dire tout de suite qu'il n'y a pas de définition préétablie imposée une fois pour toutes. Les membres de ce mouvement se retrouvent autour de l'idée que c'est à la fois un état d'esprit, un regard sur le monde et sur les êtres vivants, et une source d'action pratique, concrète, pour penser le politique, pour construire un mieux vivre ensemble, différent bien sûr, à différencier de la politique. Alain Caillé, qui en a impulsé l'idée, le caractérise souvent soit comme, je le cite, un nouvel imaginaire politique, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages, Le convivialisme en 10 questions, et il le caractérise aussi comme une philosophie politique de la vie en commun, synonyme donc du vieux mot de convivence, et également une philosophie politique de l'art de coopérer en pouvant s'opposer sans développer un déchaînement de violence démesuré. C'est vraiment en quelques mots. L'objectif essentiel, c'est pour ce mouvement, c'est de donner une visibilité à des idées, à des modalités de réflexion qui sous-tendent donc des activités et des pratiques alternatives, et c'est ça qui est important, autres à l'idéologie et à la société néolibérale dans laquelle nous vivons, qui ne cesse de justifier un capitalisme financier et spéculatif mondialement dominant, et qui nous a conduit à de très nombreux désastres et à de multiples dérives dans leurs effets pervers, aussi bien économiques, sociaux, environnementaux que politiques. Or, aucune action collective qui vise à remédier à toutes ces impasses ne peut aboutir que si tous ceux qui s'y engagent ne sont pas animés par un ensemble de valeurs communes clairement partagées. Et c'est ces valeurs clairement partagées qu'on essaie de distinguer et de mettre en lumière, en visibilité. Ainsi, si chacune des grandes doctrines héritées des 2 ou 3 siècles passés, je les cite, le libéralisme, le socialisme, le communisme et l'anarchisme, présentent chacune un idéal démocratique. En fait, leur inscription historique et les dérives de leur mise en institution et gouvernance pratique en ont montré les limites, souvent même dramatiques, pour un grand nombre de populations, et ce, tout au long du XIXe et voire XXe siècle. De plus, ces idéologies politiques de la modernité, donc, ne sont plus des guides suffisants aujourd'hui parce qu'elles ne nous disent rien, et rien de décisif notamment, ni sur la finitude et l'épuisement des ressources naturelles auxquelles elles ont conduit, ni sur la mondialité et la pluralité des cultures que nous connaissons, toujours maintenant, ni sur la bonne manière de, disons, juguler l'aspiration à la toute-puissance que les Grecs anciens appelaient l'hubris, et toute puissance qui est inhérente au désir humain. Autant de gageurs auxquels nous sommes présentement confrontés et face auxquels il y a nécessité et urgence donc à agir. Il faut donc trouver de nouvelles voies d'innovation, mais le convivialisme n'est ni une secte philosophique, ni une nouvelle idéologie malgré son suffisanisme.
qu'on regrette, ni un nouveau parti, mais c'est une recherche d'orientation, d'où dans le titre la notion de boussole, pour aider à la mise en place d'une société post-libérale, autre que celle dans laquelle nous vivons encore actuellement depuis les années 80, et cela afin d'impulser une phase de transition que l'on espère. Quelles sont les origines du convivialisme? Alors, le mouvement du convivialisme a été créé au début des années 2010, et même s'il est contemporain, il a déjà toute une histoire. En effet, ses prémices datent d'un colloque international qui a eu lieu en 2011 à Tokyo et qui posait la question: une société conviviale est-elle possible? S'y sont retrouvés notamment 4 chercheurs français des sciences humaines et sociales, Alain Caillé, Serge Latouche, Patrick Vivray, à l'invitation de Marc Imbert. Chacun, sur des bases différenciées, ont plaidé pour définir une nouvelle raison politique qui ne fasse plus dépendre la survie de la planète, ni l'avenir des populations du monde, ni des prophètes d'un nationalisme fascisant qui prône un désir de toute puissance identitaire et politique, discours qui secrète la haine et les pulsions meurtrières, mais ils ne veulent plus non plus faire dépendre l'avenir de notre humanité, ni des chantres de la globalisation néolibérale, qui aspirent à toujours plus de richesse, toujours plus de production, toujours plus de consommation, en prônant la compétition ou la concurrence. Et cela, quels que soient les saccages planétaires commis en leur nom. Il est inspiré en partie par l'une des grandes thèses des sciences humaines et sociales du XXe siècle, exposée par Marcel Mauss, qui est un grand ethnologue, socio-anthropologue, qui a écrit un texte intitulé « L'essai sur le don » en 1924-25. Et cet auteur montre que dans la plupart des cultures, ce qui fait tenir ensemble une société, un groupe, une famille, des individus, c'est le lien social construit sur le modèle du don agonistique. Le mot agone en grec signifie la lutte, la rivalité, et cela, on le verra, pour la reconnaissance, et non pas le marché et ses valeurs, selon les dires du capitalisme qui repose sur une véritable fiction anthropologique, c'est-à-dire l'idée qu'en tant qu'homme, nous ne serions chacun qu'un homo economicus, un être stricto sensu, égoïste, calculateur, gouverné par ses propres besoins dans tous les domaines de nos vies et de nos existences. Je reviens également pour vous parler des origines et de l'origine du mouvement et du mot convivialisme. C'est qu'à la suite de ce colloque, et sur cette toile de fond maussienne que je viens d'expliquer, une soixantaine d'intellectuels français et étrangers venant d'horizons très, très divers. Il y a des universitaires, des chercheurs, des membres de réseaux associatifs, ont décidé de co-signer, après de multiples réunions, un texte établi en commun et publié en juin 2013 sous le titre « Manifeste convivialiste, déclaration d'interdépendance », qui aujourd'hui est traduit en une dizaine de langues en version abrégée et qui, de fait, correspond à notre premier manifeste. Car
Pour ces premiers co-auteurs et ceux qui les ont rejoints par la suite dans le cadre de publications ultérieures, vous les avez en partie là, le convivialisme est un signifiant qui a pour caractéristique d'exprimer ce qui est largement commun, ce qui est largement partageable par le plus grand nombre, sans pour autant, justement, taire ce qui fait conflit. Ainsi, cette démarche rencontre l'aspiration qui est de plus en plus partagée par les personnes, qui est de participer à la vie publique sous différentes formes, de prendre part aux projets, aux décisions de cette vie publique en tant que simple citoyen, maître d'usage de la vie au quotidien, et cela, quelles que soient leurs origines, leur parcours, leur statut, leur sexe. Donc, il y a également dans notre démarche convivialiste ce souci de répondre à cette nécessité citoyenne des habitants. Quant au terme du convivialisme, il y a aussi plusieurs raisons qui nous l'a fait choisir, même si on n'en est pas satisfait. Il y a d'abord le fait qu'il dérive d'un mot latin, d'un verbe latin, convinuere, qui signifie vivre ensemble, cohabiter pacifiquement, et qui a donné en espagnol le terme de convivencia, traduit en français par convivence. Mais il y a aussi un autre élément qui a pesé dans cette dénomination, c'est un clin d'œil au titre d'un ouvrage d'Ivan Illich, ouvrage qui s'appelle donc Convivialité, qui a été publié en 1973. En faisant une critique morale de la société industrielle occidentale, où l'homme devient un esclave au service du système capitaliste, Illich, ce philosophe penseur de l'écologie politique, propose l'usage d'outils et de procédés, je le cite, conviviaux, qu'il oppose justement aux machines, et il préconise la mise en place d'une société d'austérité joyeuse, c'est son expression, joyeuse, conviviale, pour succéder à la société industrielle. Voilà quelques modèles, quelques inspirations dont on s'est servi. Pouvez-vous nous expliquer simplement quels sont les principes du convivialisme ? Alors, dans le premier manifeste, on en avait défini 4 et qu'on a porté à 5 plus 1 dans le second. Le premier principe, c'est celui de commune naturalité, qui affirme que nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature, mais que nous faisons destin commun avec elle. C'est celui qui est au cœur de la pensée écologique actuelle. Deuxième principe, le principe de commune humanité. Il condamne toutes les discriminations de sexe, de couleur de peau, de croyance ou de religion. Troisième principe, le principe de commune socialité, qui affirme que la richesse pour les humains est d'abord celle de leurs rapports sociaux. Quatrième principe, le principe de légitime individuation, qui pose que la motivation première des humains est la quête de reconnaissance. Le cinquième principe, c'est celui d'opposition créatrice, qui a permis d'en finir avec les monarchies absolutistes et avec les despotismes, dans la mesure où le conflit est complètement reconnu comme positif dans la société, à cause justement de la pluralité de nos points de vue. Ces 5 principes doivent être tempérés et équilibrés les uns par les autres, dans le respect premier, alors
d'un sixième, qui est pour nous un impératif qu'on dit catégorique. C'est la lutte contre l'hubris, contre l'excès, la démesure, contre ce qu'on pourrait appeler la folie des grandeurs, qui amène à des catastrophes, au déchaînement de haine et de ressentiments destructeurs. Comment ces principes peuvent-ils servir de boussole aux États, aux associations, aux individus par rapport aux défis des migrations internationales? Parmi ces défis lancés par les migrations internationales, il y a aussi celui du non-respect du principe de commune socialité dans les politiques d'accueil, qui conduit justement à nier et à rompre les repères du vivre ensemble hérité que vivent toujours en eux les individus migrants. Par exemple, aux États-Unis, on a vu à un moment la séparation des familles quand on a séquestré des enfants à la frontière pour les séparer des parents migrants. C'est aussi parfois la non prise en compte des nouvelles formes de mobilité et de réseaux transnationaux qui ont été créés au cours des dernières années et qui sont à la base du maintien des rapports sociaux familiaux entre personnes restées au pays de départ et personnes qui migrent dans un pays d'arrivée, où il y a justement de très nombreuses navettes, de très nombreux allers-retours, et cela entretenu aussi par les nouvelles et notamment Internet, le smartphone, qui marque profondément, enfin, l'usage du numérique aujourd'hui marque profondément ces migrations internationales. Et donc, certaines municipalités ont pu bloquer les possibilités de rechargement, ont pu bloquer l'accès à l'Internet, qui est le lien, qui est le fil, et combien c'est important pour ces personnes si on les reconnaît en dignité. Ou bien même, ça peut aller jusqu'à la destruction volontaire des téléphones portables, symbole du maintien de tous ces liens familiaux au moment d'opérations de décampement ou de nettoyage de camps. Mais ça peut être aussi la non prise en considération par indifférence, par méconnaissance, par manque de curiosité des cultures d'origine qu'on ne connaît pas bien. On ignore les croyances, on ignore les religions, on ignore les langues, les rites, les pratiques diverses. Tout cela sont des marques de non-reconnaissance de l'autre et qui ne facilitent pas les rapports et qui ne mettent pas justement en première ligne l'importance des relations sociales et des rapports sociaux. Donc, la grande question, c'est justement comment favoriser la légitime individuation de tous, mais si on prend un autre principe qui porte aussi bien sur l'individuation des personnes migrantes, mais également l'individuation des personnes accueillantes. Un certain nombre de personnes bénévoles, voire membres d'associations, regrettent d'avoir été gênés par des forces de l'ordre pour aller donner
des repas aux personnes migrantes qui, dans leur déplacement, d'avoir été, d'avoir eu leur carte, c'est pas la carte, mais c'est leur plaque d'immatriculation des voitures retenue, d'avoir eu ce genre de brimade, vous voyez, qui n'est pas considérable, mais qui est toujours très mal vécu. Et justement, chacun, parce que chacun n'est pas reconnu dans ce qu'il estime être sa particularité, sa singularité et son envie d'être au monde. Comment veiller aussi à ce que les oppositions sur la question des migrations internationales soient productives et non délétères? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, vous voyez que ces principes, ils sont là comme orientation, comme voie possible, mais ce ne sont pas des dogmes. Il faut simplement s'en emparer pour voir comment on peut mieux vivre ensemble en les appliquant. À titre d'orientation, mais jamais de recettes abouties. En conclusion? Donc, comme vous venez de vous en rendre compte, le convivialisme n'a pas de recette, n'a pas de réponse toute faite à ces divers défis, et notamment aux défis des migrations internationales. Mais ce qu'il tente d'offrir, ce sont des pistes, des voies, des orientations. Donc, il peut servir de boussole pour aider à ce que l'État, les bénévoles, les structures déléguées des missions de service public, les associations puissent réfléchir, adapter, construire elles-mêmes pour répondre aux exigences des situations concrètes qu'elles rencontrent, à travers la mise en place de lieux d'information, de discussion, à partir d'apports théoriques et de quelques questions qu'elles doivent se poser et auxquelles il faut qu'elles-mêmes, elles trouvent des réponses adaptées et notamment en corrélation, en connexion avec les personnes migrantes elles-mêmes. C'est la meilleure façon de reconnaître leur dignité à travers leur propre responsabilité. C'est pourquoi, pour terminer, je souhaite poser 4 questions auxquelles chacun peut réfléchir vis-à-vis de ce défi migratoire. Une première question d'ordre moral d'abord. Qu'est-il permis aux individus d'espérer et que doivent-ils s'interdire? Qu'est-il permis aux personnes migrantes d'espérer quand ils veulent, coûte que coûte, au péril de leur vie, arriver en Europe et aller jusqu'en Angleterre, là où ils peuvent retrouver une partie de leur famille? Que doivent s'interdire certaines communes d'accueil par rapport à cet espoir? Une question d'ordre politique aussi se pose. Quelles sont les communautés politiques légitimes? Est-ce que les tribus de l'Amazonie qui vivent depuis des siècles, voire des millénaires dans la forêt amazonienne, qui ne l'ont jamais détruite, peuvent-elles légitimement continuer à vivre par rapport aux intérêts économiques des cultivateurs qui détruisent cette forêt, qui ennoient les territoires des tribus, et tout cela pour cultiver du soja exporté en Europe pour nourrir
les animaux de nos pays. Une question d'ordre écologique. Que nous est-il permis de prendre à la nature et que devons-nous lui rendre? Une question d'ordre économique. Quelle quantité de richesse matérielle nous est-il permis de produire et comment, pour rester en accord avec les questions précédentes? Donc vous voyez, ces questions, bien sûr, elles renvoient au respect ou au non-respect et elles donnent des indicateurs, ce sont un petit peu comme des indicateurs par rapport à une société alternative où les valeurs seraient centrées sur la relation à l'autre, sur le lien social et non pas sur la richesse, la compétition liée à l'argent et au marché. À travers le défi des migrations internationales, il s'agit ainsi de remettre au centre la relation, c'est-à-dire le rapport de confiance, de responsabilité réciproque, de respect de la dignité de tout être humain dans l'écoute et le dialogue, et non pas l'intérêt, le contrôle ou la domination au cœur des rapports sociaux. Je voudrais juste terminer par le titre d'un ouvrage de Gérard Noiriel, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur les migrations et dont le titre d'un de ses derniers ouvrages est « Comprendre l'autre au lieu de le juger ».